Le feu n'est pas nouveau dans la guerre. Les gens ont essayé de le maîtriser et de l'utiliser contre d'autres personnes tout au long de l'histoire, avec des choses comme le feu grégeois comme premier exemple. Mais la première forme vraiment efficace et carrément troublante de feu utilisé à grande échelle est arrivée pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont été les premiers à briser la glace avec leur Flammenwerfer. Une autre tentative de briser l'impasse de la guerre des tranchées. Ces premiers lance-flammes ont choqué les soldats alliés, mais ils n'étaient pas suffisants pour porter un coup décisif qui gagnerait la guerre. Ce qu'ils ont vraiment fait, c'est préparer le terrain pour les améliorations horrifiques et l'utilisation massive qui allait venir dans la prochaine guerre. Voyez-vous, le problème central était comment livrer un feu si instable et imprévisible, exactement là où il était nécessaire, sans que l'opérateur ne se brûle lui-même ou son propre groupe. Pas mal d'équipes de lance-flammes allemandes ont mal évalué le vent ou ont été abattues en pleine attaque, ont perdu le contrôle de l'arme et ont fini par brûler vifs leurs propres hommes. L'équipement lui-même était lourd et rudimentaire, avec une portée très courte et seulement environ 20 secondes de temps de tir. Donc, après un succès limité dans des cas isolés, la plupart des armées étaient heureuses de laisser les lance-flammes sur l'étagère pendant les années d'entre-deux guerres. Puis, la Seconde Guerre mondiale a commencé, et les Allemands ont une fois de plus montré qu'ils n'avaient pas oublié les lance-flammes. Ils les ont utilisés pendant la Blitzkrieg plus pour l'effet psychologique et dans des actions isolées que comme arme principale. Mais c'était suffisant. Cela a effrayé les Américains et les a poussés à se démener pour quelque chose qui pourrait contrer cela et le transformer en un outil beaucoup plus utile à eux. Et ils ont trouvé quelque chose. Le plus gros problème avec les premiers lance-flammes était le carburant lui-même. L'essence, ou le diesel standard, ne brûle pas à des températures extrêmement élevées. Et il ne colle pas vraiment aux surfaces d'une manière qui rend le feu aussi efficace qu'il pourrait l'être. Les Américains ont d'abord expérimenté avec du caoutchouc pour épaissir le carburant et lui donner ses caractéristiques désagréables d'adhérence et de combustion. Cependant, tout a changé d'une manière que personne n'avait prévue quand le Japon a coupé l'accès américain aux plantations de caoutchouc en Asie du Sud-Est, ce qui a déclenché de graves pénuries de caoutchouc. Vous vous demandez peut-être comment cela se connecte à quoi que ce soit, mais cela les a forcés à trouver un substitut au caoutchouc pour épaissir le carburant. Ce besoin a conduit à une petite équipe de chimie travaillant sur un projet secret pour trouver un épaississant synthétique pour l'essence qui serait bon marché, stable, et lui donnerait des caractéristiques très désagréables quand il brûlait. Par essai et erreur, ils ont trouvé un mélange de sel d'aluminium qui, lorsqu'il était mélangé à de l'essence, le transformait en un gel collant. Une fois enflammé, il s'accrochait à tout ce qu'il touchait et brûlait beaucoup plus longtemps et à des températures beaucoup plus élevées que tout ce qu'ils avaient essayé auparavant, atteignant environ 1100 degrés Celsius comparé à environ 260 degrés pour l'essence ordinaire. Ils lui ont donné le nom de napalm, un simple assemblage des composants clés. Il s'est également avéré être beaucoup mieux pour le transport outre-mer, parce que l'agent épaississant était une poudre légère et stable qui pouvait être expédiée aux unités de première ligne. Ces unités le mélangeraient ensuite avec de l'essence sur le terrain, puisque le mélange final devait être utilisé dans environ 24 heures avant qu'il ne commence à perdre ses caractéristiques ou même à obstruer le système du P, Lance-Flammes. Maintenant, les Américains avaient enfin l'arme dont ils avaient besoin juste à temps pour les batailles brutales qui arrivaient contre les Japonais. Quand les troupes américaines ont commencé à combattre les Japonais sur terre, dans le Pacifique, ils sont tombés sur quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment vu auparavant, en plus d'un ennemi incroyablement obstiné. Sur des îles comme Tarawa et Saipan, les défenseurs japonais avaient créé des réseaux interconnectés de fortifications, les infâmes blocos, tous interconnectés avec des grottes, des tunnels et des tranchées. Ces positions étaient suffisamment bien construites pour résister même aux coups directs des canons navals. Et les marines américains trouvaient cela incroyablement frustrant. Même quand quelqu'un parvenait finalement à se battre jusqu'à une fortification japonaise après avoir subi de lourdes pertes, lancer une grenade ou une charge explosive à l'intérieur et la faire taire, ils avançaient seulement pour que cette même position recommence à tirer dans leur dos. Le problème était qu'une seule explosion n'était pas suffisante. Même si elle tuait les hommes à l'intérieur, elle ne rendait pas la position impossible à réoccuper par les tunnels. En plus de cela, les Japonais construisaient les intérieurs de manière créative
avec des motifs en zigzag et de petits trous ou tranchées où il pouvait expulser une grenade qui avait été lancée et réduire sérieusement son effet. Donc, ils avaient besoin de quelque chose qui ferait vraiment taire ces positions et les garderait silencieuses. Et qu'y a-t-il de mieux pour cela qu'un lance-flamme de s'améliorer avec le nouveau carburant épaissi? Maintenant, ce n'est que la première et la plus petite étape dans la façon dont le napalm serait utilisé. Comme vous êtes sur le point de le voir, il atteindrait un niveau d'horreur que personne n'aurait pu imaginer à l'époque. Et des parties ont été discrètement étouffées dans l'histoire pendant des décennies. Le napalm pulvérisé sur une fortification goûtait dans chaque ouverture et brûlait tout ce qu'il touchait. Il déclenchait les munitions à l'intérieur, tuait les soldats, et contrairement aux explosifs, il élevait la température dans l'espace confiné, créait des fumées chaudes et toxiques, et consommait l'oxygène. Ces intérieurs en zigzag et tranchées à grenades qui aidaient contre les grenades n'aidaient soudainement plus beaucoup, même pour les défenseurs japonais qui n'étaient pas touchés directement par la flamme. La température extrême soudaine pouvait créer un bref effet de vide qui faisait tomber tout le monde à l'intérieur. Et une fois que le lance-flamme avait fait son travail, ce block-hose ne pouvait pas être réoccupé presque aussi rapidement qu'il le pouvait après une simple explosion de grenade. Il y avait aussi l'effet psychologique. La simple apparition d'un lance-flamme était parfois suffisante pour que les soldats japonais abandonnent les positions avant que l'opérateur ne s'approche même. Cependant, bien que ces lance-flammes à dos soient extrêmement efficaces pour faire taire de manière fiable les blocos, ils comportaient un risque horrible pour l'opérateur. Alors que les combats dans le Pacifique s'intensifiaient, les hommes aux lance-flammes ont fini par avoir certaines des espérances de vie les plus courtes sur le champ de bataille. Parfois mesurées en simples minutes après qu'ils soient allés de l'avant. Un lance-flamme complet pesait environ 32 kg, sa portée effective au mieux environ 27 mètres, et il n'avait qu'environ 10 secondes de temps de tir total avant de se vider. Donc, tout le monde autour ouvrait le feu sur les Japonais pour essayer de les supprimer et donner aux lance-flammes au moins une chance de monter. Même s'il atteignait d'une manière ou d'une autre le block-hose vivant, arrivait à portée de grenade à main et parvenait à le détruire, l'opérateur de lance-flammes devait alors trouver son chemin de retour vers la sécurité. Tout le front venait de voir et d'entendre l'énorme jet de feu distinctif qu'il avait déchaîné en mettant le feu aux soldats japonais. Et comme personne ne veut être brûlé vif, les soldats japonais faisaient tout leur possible pour tirer sur le seul homme avec le gros réservoir vert sur son dos, avant qu'il ne s'approche suffisamment pour appuyer sur la détente. Cela n'inclut même pas ce qui se passait quand l'arme avait un raté, ce qui n'était pas exactement rare. Il y a un récit d'un vétéran d'Iwo Jima, d'un opérateur de lance-flammes, qui a atteint une grotte tenue par des soldats japonais et a appuyé sur la détente pour que rien ne se passe. 2 soldats japonais se sont précipités, l'ont attrapé et l'ont traîné dans la grotte. Les hommes dehors pouvaient l'entendre crier pendant 2 jours complets sans aucun moyen de le sauver, ou même de mettre fin à ce qui se passait à l'intérieur. Il y a d'autres récits vivants d'opérateurs de lance-flammes qui ont été capturés vivants par les Japonais. Et ce qui a été trouvé de leur corps plus tard est le genre de détails qu'on ne peut même pas décrire sans que cette vidéo soit immédiatement retirée. Donc, pour résoudre les problèmes de courte portée, de temps de tir court et de vulnérabilité extrême des opérateurs de lance-flammes, les Américains ont commencé à expérimenter avec des chars qui ont été réaménagés pour transporter un système de lance-flammes à l'intérieur. Même avant Okinawa, qui verrait la plus grande utilisation de lance-flammes dans l'histoire humaine, les premiers vrais tests de cette idée sont venus dans les îles Mariannes. C'étaient certaines des premières batailles où les lance-flammes ont été utilisées de manière plus systématique. Mais plus important encore, c'était la première fois que les chars lance-flammes étaient employés de façon coordonnée. Après que les équipes de lance-flammes portables se soient fait tuer à des taux horrifiques, les États-Unis ont d'abord converti des chars légers M-3 Stuart et les ont transformés en chars lance-flammes M-3 Satan. 24 de ces chars légers ont été modifiés à Hawaï, et maintenant ils pouvaient cracher du napalm jusqu'à environ 37 à 73 mètres, avec une capacité de carburant bien plus grande que n'importe quel soldat seul ne pourrait. Jamais porté sur son dos, mais le Stuart était encore un petit char léger avec un blindage mince. Et tout ce qui concernait ces premières tentatives a montré que le concept devait vraiment être essayé sur quelque chose de plus gros et plus résistant comme le Sherman.
Alors ils ont commencé à convertir frénétiquement des chars Sherman pour les préparer pour l'invasion imminente d'Iwo Jima, sachant qu'un très mauvais combat les attendait là-bas. La reconnaissance aérienne a montré que les Japonais avaient transformé l'île en forteresse, mais personne ne savait vraiment à quel point ça allait être mauvais en réalité. Ils ont converti autant de Shermans qu'ils pouvaient en ce qui allait devenir connu sous le nom de Zippo. 8 de ces Shermans ont été préparés spécifiquement pour l'invasion d'Iwo Jima. Chacun pouvait transporter environ 1135 litres de napalm et le projeter à environ 90 mètres avec jusqu'à environ 100 secondes de temps de tir total. Ils étaient sur le point d'être jetés dans la plus grande utilisation de chars lance-flammes dans l'histoire jusqu'à ce moment-là. Et peu importe à quel point quelqu'un pensait que ça allait être mauvais, personne ne comprenait encore qu'Iwo Jima n'était encore que le début de ce que le napalm allait devenir. Quand l'invasion a commencé, les Sherman lance-flammes ont été initialement tenus en réserve. Mais au deuxième jour, les commandants sur le terrain suppliaient déjà pratiquement qu'ils avancent. 2 d'entre eux ont été dépêchés pour aider les marines cloués au sol. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à brûler les blockhaus japonais. Eh bien, tous ceux assez malheureux pour être à l'intérieur. Très rapidement, les chars lance-flammes sont devenus la meilleure arme sur Iwo Jima. Les marines eux-mêmes ont admis plus tard que sans ces chars, ils n'auraient probablement jamais pris l'île. Ces 8 Shermans ont travaillé tous les jours aussi longtemps qu'ils étaient opérationnels, allant de la ligne de front pour se ravitailler, puis immédiatement de retour, étant toujours envoyés vers quel que soit le secteur qui en avait le plus besoin. Cela signifiait qu'ils étaient constamment jetés dans les combats les plus durs de l'île. L'un d'eux a été complètement détruit quand il a été touché par une arme anti-char, et l'équipage a été mitraillé alors qu'il essayait de s'échapper. 2 autres ont été perdus plus tard dans la bataille. Pendant que cela se passait, les équipages américains à Hawaï convertissaient désespérément plus de Shermans après avoir vu à quel point ces chars étaient efficaces, les préparant à la fois pour l'invasion imminente d'Okinawa et pour l'invasion prévue des îles principales japonaises. Les troupes japonaises étaient horrifiées par les Shermans lance-flammes. Contrairement aux lance-flammes à dos distinctif, ceux-ci ressemblaient exactement à des Shermans ordinaires de l'extérieur, donc ils ne sauraient pas à quoi ils faisaient face jusqu'à ce que le tankiste appuie sur la détente. À ce moment-là, c'était généralement trop tard. Les équipages de chars lance-flammes étaient parmi les hommes les plus courageux là-bas, parce qu'en plus de tous les dangers habituels du champ de bataille, ils étaient assis sur des centaines de litres de napalm et un système complexe où tout dysfonctionnement, sans parler d'un coup d'arme ennemi, pouvait transformer leur propre machine en piège à feu qui les tuait en premier. Ils étaient généralement protégés par des chars de canon réguliers qui fournissaient un tir de couverture et les aidaient à se mettre à portée. Les équipages eux-mêmes ont rapidement appris différentes tactiques de tir, comme utiliser des rafales d'1 seconde pour conserver le carburant ou tremper une cible avec du carburant non enflammé si les flammes ne pouvaient pas l'atteindre directement à cause de l'angle. Ils tiraient au-dessus de la cible, laissaient le mélange de carburant goûter et la tremper, puis la frappaient à nouveau avec une autre courte rafale enflammée pour tout allumer. C'était terriblement efficace contre les grottes et fortifications, parce que le napalm coulait à l'intérieur, puis s'enflammait de l'intérieur. Vous pouvez imaginer le résultat pour les soldats japonais piégés dans ces positions. Les Japonais n'avaient pas vraiment de bonne réponse à ces chars. Leurs principaux canons anti-chars étaient de petites pièces de 47 mm qui étaient largement inefficaces contre le blindage frontal du Sherman, souvent même à bout portant. Et il n'y en avait pas beaucoup pour commencer. Les mines étaient plus dangereuses, mais le bombardement d'artillerie constant en a fait exploser beaucoup avant qu'elles ne puissent être utilisées. Donc, les Japonais ont eu recours à des missions désespérées à sens unique avec des mines et des charges explosives, se sacrifiant juste pour désactiver un seul char. L'un des Sherman lance-flammes a été éliminé de cette façon quand un soldat japonais s'est fait exploser sur le pont moteur, tuant tout l'équipage à l'intérieur de la tourelle. Le haut commandement japonais a dit plus tard que ces Sherman lance-flammes étaient la pire arme que les Américains avaient, celle pour laquelle ils n'avaient pas de réponse efficace. Et l'une des principales raisons pour lesquelles ils perdaient du terrain beaucoup plus vite qu'ils ne s'y attendaient, peu importe à quel point leur défense était bien préparée. Sur environ 21 000 troupes japonaises,
qui avait construit des centaines de fortifications et environ 18 km de tunnels souterrains sur Iwo Jima, seulement un peu plus de 200 se sont rendus et ont survécu à la bataille. Les lance-flammes crachant du napalm, à la fois portables et montés sur des chars, ont représenté une part importante du reste. Tous les autres sont restés sur cette île. Ces quelques Shermans lance-flammes seuls ont tiré entre 19 000 et 38 000 litres de napalm chaque jour sur Iwo Jima jusqu'à ce que l'île soit finalement déclarée sécurisée. Puis est venu Okinawa, et cela a fait paraître Iwo Jima petit en termes de combien de napalm y a été brûlé. C'était la plus grande bataille terrestre de la guerre du Pacifique, encore une fois avec des défenses japonaises étendues et formidables qui ne pouvaient pas être prises par des moyens conventionnels seuls. Tirant les leçons d'Iwo Jima, les États-Unis ont envahi Okinawa avec un nombre beaucoup plus grand de Shermans lance-flammes. En avril 1945, la 10e armée américaine avait 54 chars. Sherman lance-flammes et les Marines avaient des chars lance-flammes supplémentaires dans leur propre bataillon. Les Japonais avaient environ 100 000 soldats retranchés sur Okinawa. Et dans la première phase de la bataille, ils ont repoussé les forces américaines avec des pertes horribles. Cette fois, ils étaient également mieux préparés pour faire face aux chars. Dans l'une des attaques initiales, ils ont réussi à éliminer 22 des 22 Shermans attaquants, y compris certains des chars lance-flammes. Cependant, une fois que les Marines ont élaboré les bonnes tactiques, tout comme sur Iwo Jima, ils ont commencé à utiliser leur arme la plus dévastatrice à son plein avantage. À la fin de la bataille, ces chars lance-flammes avaient brûlé au moins 288 000 litres de napalm au combat, certaines sources plaçant le chiffre à plus de 757 000 litres. Ils ont systématiquement brûlé grotte après grotte jusqu'à ce que l'île soit complètement capturée. La partie la plus sombre ici est que Okinawa avait une grande population civile. De nombreux civils ont été pris dans les tirs croisés et se cachaient également dans ces grottes, et les marines n'avaient souvent aucune idée de qui était à l'intérieur. Ils ont terriblement souffert aux côtés des soldats japonais. À la fin des combats, la force japonaise sur l'île était presque complètement anéantie, avec environ 9,5 000 des 100 000 soldats tués dans une bataille de 82 jours. Mais croyez-le ou non, ce n'était toujours pas la pire partie parce que la vraie horreur du napalm est venue quand il a été livré depuis le ciel. Même avant que les lance-flammes au sol ne décollent vraiment, le napalm avait été envisagé comme une arme larguée par avion. Mais au début, il était utilisé à plus petite échelle pour soutenir les forces au sol. Des avions de chasse bombardiers, comme le Poirancept Thunderbolt, larguaient du napalm pour aider les troupes au sol. Les États-Unis ont développé des bombes au napalm qui étaient le plus souvent des M69 de 227 kg et plus tard des MDixept de 340 kg. Et bien sûr, ils les ont utilisées dans le Pacifique. Mais cette utilisation était différente, parce que le napalm n'était pas seulement largué sur des cibles militaires. Il était utilisé principalement contre des villes pleines de gens. Pour empirer les choses, les maisons des villes japonaises étaient largement faites de bois, tandis que les planificateurs américains ont développé des modèles de bombardement conçus pour engloutir des quartiers entiers de la ville dans des tempêtes de feu en combinant des bombes explosives et au napalm. C'est ainsi que le jour le plus meurtrier de l'histoire humaine s'est produit, le bombardement incendiaire de Tokyo. Le nouveau bombardier américain à longue portée, le B-29 Superfortress, a commencé à frapper le Japon depuis des bases en Chine, et plus tard depuis les îles Mariannes. Quand le bombardement de précision à haute altitude a échoué parce que les vents forts dispersaient les bombes et quand les Japonais ont commencé à disperser et dissimuler leurs usines d'armes, les Américains se sont tournés vers simplement voler bas et bombarder les villes elles-mêmes. De cette façon, ils seraient sûrs de toucher les usines avec le bel avantage secondaire de convaincre la population japonaise d'abandonner la guerre. D'accord. Dans la nuit du 9 mars 1945, l'opération Meeting House a été lancée, mieux connue sous le nom de bombardement incendiaire de Tokyo. Plus de 300 bombardiers Superfortress, chargés aussi lourdement que possible avec des grappes de napalm, ont volé à seulement 1500 à 2100 mètres dans un schéma planifié au-dessus de Tokyo et ont largué leurs charges utiles, formant un énorme X à travers le centre de la ville. Ces centaines de petits feux de napalm ont marqué la cible pour les vagues suivantes. Et tout au long de la nuit, une zone de 39 km² a été saturée avec des incendiaires. La ville
a été rapidement englouti dans une tempête de feu d'une échelle sans précédent. Plus de 100 000 personnes, la plupart d'entre elles des civils, sont mortes en une seule nuit. Et à ce jour, c'est toujours le jour le plus meurtrier et le plus destructeur de l'histoire, dépassant même les 2 bombes atomiques. Les gens à Tokyo ont sauté dans les canaux pour essayer de se sauver. Mais la chaleur était si extrême que l'eau a commencé à bouillir. Vous pouvez imaginer le reste, et nous ne pouvons pas les player ici à cause de YouTube. Cela a été vu comme une tactique efficace et cela a continué contre d'autres grandes villes japonaises, tuant littéralement des dizaines de milliers de personnes jusqu'à ce que ça culmine finalement avec les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. À la fin de la guerre, 63 villes japonaises avaient été lourdement bombardées au napalm, au point que des paysages entiers ont été transformés en terre brûlée et en cendres. Peut être que la pire partie de tout cela est qu'après la Seconde Guerre mondiale, rien n'a vraiment changé en ce qui concerne le napalm. Si quoi que ce soit, l'inverse s'est produit. Il a été amélioré, standardisé, puis utilisé à grande échelle dans une nouvelle guerre, encore une fois, causant des souffrances incroyables, principalement à des gens qui avaient très peu à voir avec la guerre elle-même, le Vietnam. Les États-Unis ont largué environ 338 000 tonnes de napalm sur le Vietnam, et on estime qu'environ 50 000 civils ont été tués par lui. Même après le Vietnam, il a encore fallu du temps avant qu'il y ait des efforts sérieux pour interdire des armes comme celle-ci. Finalement, en 1980, des accords internationaux ont finalement interdit l'utilisation d'armes incendiaires larguées par avion contre des concentrations de civils en toutes circonstances. Cela n'interdit toujours pas complètement le napalm, et il y a toujours des échappatoires et des façons d'argumenter autour des définitions. Mais au moins, nous ne voyons pas de nivellement délibéré et systématique de villes entières avec à l'échelle que nous avons vu dans la Seconde Guerre mondiale.